Chaleur intense qui s'installe sur notre pays. La sécheresse s'aggrave, elle concerne l'ensemble du territoire. Risque-t-on de manquer d'eau? On verra quel impact cette sécheresse peut avoir sur notre quotidien, pour les agriculteurs, pour notre économie. La canicule s'installe. 43 départements sont en alerte cet après-midi, du sud-est jusqu'à la Bretagne, et les températures seront encore plus chaudes dans les prochains jours. Sécheresse, va-t-on devoir vivre sans eau? C'est votre grand dossier ce soir. Alors, à l'heure actuelle, les nappes sont à un niveau, on va dire, d'alerte et une tension, on va dire, sur l'ensemble du syndicat. On arrive tout juste à produire ce que l'on consomme réellement. Voilà, et on est très inquiet, on va dire, pour les semaines à venir si on n'a pas de pluie, on va dire, qui viendrait recharger, on va dire, nos nappes. Et je salue les invités qui vont m'accompagner ce soir. Bonsoir Evelyne Delia, merci beaucoup d'être avec nous, chef du service météo de TF1. Arthur Portier, merci, consultant chez Argus Média et agriculteur. Boris Veliachev, architecte, ingénieur spécialiste des risques majeurs. Brice Lalonde est avec nous, ancien ministre de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en France. Et puis Nivine Potros, bien sûr, est avec nous. Je viens vers vous dans un instant, Nivine. Peut-être un mot d'abord de la chaleur avec vous, Evelyne Delia. Elle est intense cet après-midi et ça va aller encore plus fort demain. Exactement. On a déjà des températures de 40 degrés, voire plus cet après-midi, 41 degrés en Corse, par exemple. Là, les températures vont encore augmenter. Demain, nous aurons 78 départements en vigilance canicule, vigilance orange. Pratiquement toute la France, sauf une partie des Hauts-de-France et du Nord-Est. Et cette chaleur va s'intensifier, surtout pour la journée de jeudi, où l'on attend des 40 degrés aussi bien dans la moyenne vallée du Rhône que du côté même du centre, du Val-de-Loire, de l'Aquitaine, du Sud-Est aussi. Donc cette chaleur qui va durer jeudi, vendredi, les températures vont commencer petit à petit à baisser lentement à partir du week-end. Et c'est à partir de la semaine prochaine qu'on devrait retrouver des températures un petit peu plus normales pour la saison. Et on va parler de la sécheresse, c'est l'été de tous les records, avec cette inquiétude qui grandit donc sur le front de la sécheresse, Nivine. Exactement, la situation devient de plus en plus préoccupante, avec près de 70% du territoire qui fait l'objet de mesures de restriction d'eau, interdiction d'arroser son jardin, laver sa voiture ou encore remplir sa piscine. Dans le détail, ce sont tous les départements de la France métropolitaine qui sont à minima concernés par un seuil de vigilance. 67 d'entre eux sont placés en situation de crise et 21 en alerte renforcée. Et pour cause, ce chiffre extrêmement préoccupant, 94% des niveaux des nappes phréatiques sont en baisse comparé aux précédentes mesures, et quasiment les 2/3 de nos réserves d'eau sont en dessous des normales de saison. Il y a deux raisons à cela. D'abord, l'absence de pluie durant le mois de juillet, et surtout la demande qui explose en cet été, avec d'abord une demande des professionnels du tourisme, des particuliers, mais également de nos agriculteurs qui ont été obligés d'arroser davantage en juillet. Le mois de juillet, justement, là aussi les chiffres sont édifiants. C'est le mois le plus chaud jamais enregistré en France. Et c'est le 3e mois de juillet le plus pauvre en pluie selon Météo en France. Là encore, on enregistre des carences en eau très impressionnantes, un déficit de près de 70% des pluies. Il n'a quasiment pas plu en fait durant le mois de juillet. Et déjà en juillet, évidemment, il y avait des restrictions et déjà une sécheresse très installée, parce qu'en juillet, 95% du territoire était touché par ces sécheresses immense. Évidemment, la situation depuis, elle s'est aggravée, même si, il faut le dire, on n'est pas encore au niveau de la sécheresse historique de 2022, uniquement grâce à une raison: il a plu avant le printemps, fort heureusement, sinon la situation serait encore bien plus catastrophique qu'elle ne l'est déjà. Mais ce qui est marquant, Evelyne Delia, c'est que l'ensemble du territoire est impacté par cette sécheresse. Oui, et d'ailleurs, il faut le dire, la carte d'humidité des sols, je la présenterai ce soir d'ailleurs dans mes bulletins. Météo France nous dit sécheresse historique. On n'avait jamais eu des sols, l'humidité des sols, enfin la sécheresse des sols aussi importante, tout mois d'été confondu. L'indice d'humidité des sols est extrêmement faible, on n'avait jamais connu ça.
Arthur Portier, quelles conséquences pour vous concrètement, et je parle là à l'agriculteur? Alors plusieurs conséquences, déjà sur les cultures d'hiver, donc les cultures que nous avons récoltées au mois de juillet, comme le blé, le colza ou l'orge. On a une précocité inédite puisque la fin de cycle a été accélérée, et qui dit accélération de la fin de cycle, dit que la plante n'a pas pu se remplir de manière optimale, et donc on a eu une baisse des rendements. On parle de moins 8% de rendement en blé tendre par exemple. Et là où l'impact va être le plus important, c'est sur les cultures de printemps principalement, que nous avons semées au printemps, comme le maïs, les betteraves ou le tournesol, où là nous avons eu très peu d'eau, des canicules à répétition depuis le printemps dernier, et donc on s'attend à une récolte par exemple de maïs de l'ordre de 7 millions de tonnes contre 13 millions de tonnes précédemment, ce qui a un impact direct pour les céréaliers, mais aussi pour les éleveurs qui ont déjà un manque de fourrage en raison des pâtures qui sont, il faut le dire, cramées, et donc ils sont obligés d'utiliser leur stock de maïs grain. Et vous le soulignez bien, les agriculteurs, en fait, c'est plusieurs métiers. Il y a les maraîchers, il y a les céréaliers, il y a les éleveurs, et tous sont impactés. Écoutez ces témoignages. On va récolter 3 semaines et demie en avance, avec des qualités de maïs médiocres, environ une récolte 3 fois moins importante que d'habitude. La canicule a créé des stress thermiques sur les vaches. Comme nous humains, finalement, elles luttent contre la chaleur et elles se préservent, elles, avant de produire. Voilà, et on reviendra sur ces points très importants dans un instant, mais j'accueille François Carillo. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes deuxième adjoint de la commune de Taninges. Quelle est la situation dans votre commune sur le front de l'eau? Est-ce le niveau d'alerte crise? Sur Taninges, proprement dit, non. La situation de crise, elle est uniquement sur une partie de la station, sur une partie de la commune, c'est-à-dire la station touristique hiver-été de Pradly-Saumon. Où là, effectivement, on a déjà dû passer en mode de crise, parce qu'effectivement, on est sur un bassin d'eau particulier où il n'y a pas de source, il y a que des sources plutôt, il y a des torrents, mais il n'y a pas de nappe. Donc, on est obligé effectivement d'avoir une gestion d'ores et déjà de crise, parce qu'on peut compter que sur nos ressources et pas sur du stockage, actuellement en tout cas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que des camions citernes emmènent de l'eau dans ce quartier-là? Alors il y a eu à un moment donné des camions citernes qui ont sous forme de livraison ponctuelle de camions par jour. Ça c'était pendant une durée déterminée. Actuellement c'est plus le cas puisqu'on a eu quelques orages en début de semaine dernière, qui ont été que des orages, bien heureusement, sur notre territoire, mais qui ont été beaucoup plus violents sur d'autres parties de notre territoire, à quelques dizaines de kilomètres à peine. Bref, on a pu, effectivement, les sources se sont remplies. Enfin, le plateau du Pradly, c'est un plateau très particulier, c'est un sous-sol karstique. Il n'y a pas de stockage de l'eau. L'eau, elle va directement dans les torrents, elle va directement dans les rivières, mais elle se stocke pas. Donc, on est obligé, effectivement, d'avoir cette gestion-là. Dès que lorsque les torrents se remplissent à nouveau, on n'a plus besoin ni de monter des camions, ni de faire des prélèvements supplémentaires dans des torrents. Donc, on gère comme ceci pour l'instant. Quels efforts ça, c'est une gestion un petit peu à l'aléa. Et c'est vrai que cette crise ponctuelle, mais on l'a déjà vécu en 2022, nous oblige un petit peu, nous, à réfléchir à la manière de gérer ce qui est pour l'instant encore un aléa, mais de l'anticiper, de le gérer de manière plus conséquente, parce que demain, l'alinéa d'aujourd'hui, ça sera un petit peu le mode de fonctionnement de demain. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour que ces solutions, ces palliatives soient évitées et qu'on trouve des solutions du plus long terme, parce qu'on sait que demain, le manque d'eau qu'on a sur notre territoire, ça sera plus une fois de temps en temps, ça risque d'être régulier. Alors justement, est-ce que vous avez des exemples d'initiatives, de mesures qui peuvent être prises pour mieux préserver cette ressource en eau à l'avenir ? Nous, par exemple, sur la commune de Taninges, sur la station de Pradly-Saumon, nous avons, comme la plupart des stations, une retenue collinaire. Cette retenue collinaire, elle avait été construite pour gérer le manque d'eau, mais le manque d'eau à destination des stations de sport d'hiver, des canons à neige. On va réformer cette retenue collinaire, on va lui permettre, on va changer ce qu'on appelle la bâche de fond, celle qui permet d'éviter que l'eau qu'on stocke l'hiver s'évapore dans le milieu naturel. On va mettre ce qu'on appelle une bâche alimentaire. Une bâche alimentaire, c'est une bâche qui, par sa structure, permet, de destiner l'eau qu'on stocke naturellement pour la retenue collinaire, de permettre de la transformer en eau potable. Alors ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on va la boire effectivement dans la retenue collinaire. Elle passera toujours par une autre étape qui est le traitement, la filtration. Et on avait construit il y a quelques années déjà à côté cette retenue collinaire une unité d'ultrafiltration qui avait été un gros investissement soutenu par le département, qui nous permet de filtrer l'eau du bassin, et donc l'eau qu'on va aussi stocker l'hiver grâce à ce travail qu'on est en train d'accomplir en ce moment qui vient de se terminer. Donc une bâche alimentaire dans la retenue collinaire nous permettra de destiner
cette eau-là a un usage d'eau potable. Voilà, donc on va sortir d'une gestion, on dirait palliative. D'une mesure concrète. Est-ce qu'on a trop vécu, Brice Lalonde, avec l'idée que l'eau, c'était une ressource inépuisable ? C'est exactement ça. Là, nous sommes dans une période de crise, donc place à la gestion de crise, aidons nos agriculteurs, aidons nos compatriotes qui souffrent, trouvons des solutions de solidarité, mais ce qu'il va falloir faire, c'est bien entendu savoir ce qui va se passer par la suite. Moi, je suis frappé de voir que tous les 2 ans, on a une sécheresse, une chaleur historique. Et puis c'est de nouveau historique. Et à la fin, c'est toujours de plus en plus historique. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain ? Et pour l'eau, par exemple, je crois que, en effet, on s'est habitué à ce que ce soit absolument inépuisable. La France était un pays tempéré, généreusement arrosé par des pluies un peu bretonnes. Maintenant, c'est devenu un pays tropical avec une saison sèche extrêmement aride. Donc, il va falloir une nouvelle politique de l'eau. Et en fait, on n'a pas de politique de l'eau. C'est ça qui est assez frappant. On a une gestion locale, en quelque sorte. On a des agences de bassins sur la Garonne, la Seine, le Rhône, etc. Mais l'État est absent, en quelque sorte. Il y a une demi-direction de l'eau. Tout ça, c'est pas normal. Donc, il va falloir en effet inventer une politique de l'eau, travailler sur la consommation de l'eau, consommer moins, consommer mieux, et travailler sur l'offre. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme offre supplémentaire ? Par exemple, la réutilisation des eaux usées, des choses comme ça, il faut s'y mettre vraiment maintenant de manière très sérieuse. Oui, parce que pour l'instant, alors on va parler effectivement de ces idées-là dans un instant. Pour l'instant, dans les départements qui souffrent de sécheresse, les restrictions, ce sont des restrictions du type ne pas arroser son jardin aux heures les plus chaudes, ne pas laver sa voiture. C'est ça, Evelyne ? Bien évidemment, c'est ce qu'il y a de plus logique, puisque non seulement, et c'est ce que l'on voyait d'ailleurs dans certains reportages, à partir du moment où les rivières sont sèches, certes, il y a beaucoup plu cet hiver. Les nappes phréatiques étaient pleines, mais finalement la nature essaye de compenser d'elle-même, et cette eau qui était dans les nappes phréatiques remonte notamment, tant bien que mal, dans les rivières et dans les fleuves. Donc c'est vrai que là on est dans une période de sécheresse. Côté pluie, ce que l'on attend dans les prochains jours, ce sont des pluies orageuses à partir du week-end. Ce ne sont pas les meilleures, ce ne sont pas les plus bénéfiques, parce que souvent elles ravinent le sol, elles n'entrent pas forcément rapidement à l'intérieur des sols, et donc certes ce sont des pluies qui arrivent quelque peu, mais de bonnes pluies comme on devrait avoir et que l'on espère pour le moment, on ne les voit pas arriver dans les jours qui viennent, sauf des pluies orageuses. François Carillo, certaines personnes se demandent, quand elles voient notamment les cours d'eau qui sont à sec ou très peu remplis, etc., est-ce qu'il pourrait arriver qu'on n'ait plus d'eau au robinet ? Est-ce que ça, c'est un risque qui existe ou pas ? Sur notre commune, c'est vrai, on a toujours considéré l'eau comme un milieu inépuisable, comme une ressource inépuisable, excusez-moi, et aujourd'hui, effectivement, on peut se retrouver confronté. Alors, l'absence d'eau, on a toujours eu des sources et des débits d'eau, je dirais, suffisants, mais quelquefois, oui, ils peuvent être réduits. Ils sont d'autant réduits que le besoin, au moment où ils sont réduits, se retrouve plus élevé, notamment par des périodes, effectivement, en période estivale, bien évidemment, c'est aussi le moment où les besoins sont les plus élevés, parce que c'est aussi le moment où il y a un afflux de fréquentation touristique qui est plus important. Donc, de fait qu'il y ait plus d'eau, il y a des nappes, il y a aussi quand même des nappes qui sont présentes en sous-sol, notamment dans la vallée du Gifre, qui sont effectivement présentes, dont on est en train d'évaluer aujourd'hui l'importance, la pertinence, et surtout prévoir en avance des plans de gestion, à la fois des plans de gestion en période de crise, mais aussi en période de crise de forte crue, pour effectivement gérer les éventualités des aléas climatiques qui seront demain la règle. Donc, plus d'eau, c'est difficile. De l'eau, il y en a du 1er janvier au 31 décembre, il y en a. Il faut qu'il y en ait toute l'année, il faut qu'il y en ait pour tous, sans, je dirais, porter atteinte à ce milieu naturel qui reste un milieu naturel qui est fragile, qui est un milieu naturel de vie, à la fois pour la biodiversité qui est riche. Il y a beaucoup de zones humides qu'il faut protéger parce qu'elles agissent comme des éponges. Et si on n'y prête pas attention, ces éponges-là, elles peuvent se refermer, elles peuvent effectivement ne plus remplir leur rôle. Et donc c'est une vraie préoccupation. C'est pour ça qu'on a beaucoup de zones protégées et beaucoup d'espaces classés Natura 2000. Mais il faut aussi qu'on soit extrêmement vigilants et travailler pour l'avenir de façon à ce que effectivement on garantisse du 1er janvier au 31 décembre suffisamment d'eau et une protection surtout du milieu naturel, parce qu'effectivement c'est un milieu naturel qui est extrêmement fragile en haute montagne. Boris Veliachev, vous êtes spécialiste des risques majeurs. On vous a vu par exemple sur les incendies. Sur cette question de l'eau, est-ce qu'il y a des risques majeurs associés à cette problématique-là de l'eau ?
Ah oui, bien sûr. Là, on en a parlé de plusieurs, mais c'est le manque d'eau. Ça, c'est certain qu'il va falloir y pallier dans les années à venir, parce que c'est un problème. Mais sur les infrastructures aussi, on le voit très nettement. Avec les fortes chaleurs, on a des problèmes au niveau des bitumes, au niveau des infrastructures, des dilatations. Par exemple, on a parlé des ponts, qui, particulièrement ceux qui sont en acier, par exemple, qui présentent des fortes dilatations, en fait, ce qui fait que ça joue sur les infrastructures, ça les fragilise. On a aussi dans certains terrains argileux. Par exemple, on a ce qu'on appelle le retrait et le gonflement des argiles, qui pose énormément de problèmes. Ça, c'est vraiment une problématique au niveau des assurances. En France, c'est une des choses qui coûte le plus cher. On parle de plus de 10 millions, 11 millions aujourd'hui de maisons qui sont affectées par ce problème. Et on imagine que d'ici 2050, on sera peut-être à 19 ou 20 millions. Donc, c'est vraiment une problématique actuelle. Et ça, ce gonflement et ce retrait des argiles se fera de plus en plus. On aura des très fortes périodes de canicule, de sécheresse des sols. Et ensuite, au printemps, des énormes inondations avec des grandes périodes de pluie qui fait que ça se regonfle. Les structures sont extrêmement éprouvées par ce genre de problème. Donc il est certain que les périodes de sécheresse comme les périodes de forte pluie, s'intensifiant avec le temps, on va avoir de plus en plus de mal à maintenir quantité d'infrastructures en fait. Arthur Portier, évidemment, les cultures ont besoin d'eau. Est-ce que, à cause de cette sécheresse, on pourrait être confronté à des pénuries alimentaires sur certains fruits et légumes ou certaines céréales ? Oui, tout à fait. La crise, là où elle est majeure, c'est que, comme le disait Evelyne Delia, elle concentre l'ensemble de l'Hexagone, mais en plus de ça, elle concerne de fait l'ensemble des cultures. Donc nous avons les maraîchers qui souffrent, nous avons les viticulteurs qui souffrent, les céréaliers qui souffrent, les éleveurs qui souffrent. L'ensemble, aujourd'hui, du secteur agricole souffre, et ça a un caractère relativement inédit. Cela ajoute à ces problèmes de production qui peut avoir lieu sur certains produits, et notamment des produits maraîchers, des problèmes logistiques liés à l'acheminement de la marchandise. Je pense notamment à ce qui se passe actuellement en mer Noire, puisque ça a un impact direct. Odessa et les ports de la Russie étant bloqués, des portes de sortie des grains ukrainiens, ça reste le Danube. Et à l'heure actuelle, le Danube étant sur un niveau d'eau relativement faible, il y a un problème d'acheminement, comme ça peut être le cas également sur le Rhin ou le Danube. Donc naturellement, que ce soit par la logistique ou par la baisse de production, on peut s'attendre, si ce n'est à une pénurie, à une inflation des prix, en tout cas pour répondre à l'équilibre entre l'offre et la demande. Alors justement, sur ce point, écoutez cette productrice de melons. L'année dernière, on le vendait environ à 4,50, 5 euros maximum. Cette année, on le vend à 6 euros. On voit à quel point, Brice Lalonde, ce qui se passe là a un impact économique qui va jusque dans notre porte-monnaie. Oui, absolument. J'ai l'impression, si vous voulez, que la population commence à comprendre la réalité et la gravité et l'importance du changement climatique, mais peut-être pas encore tout à fait nos politiques. Nous voyons encore ça comme quelqu'un avait dit, c'est ponctuel. C'est pas ponctuel, ça se répète tous les ans de la même façon. Et donc, je crois que tout le gouvernement maintenant, la transition, si vous voulez, alors énergétique, la bifurcation, la écologique, comme on voudra l'appeler, c'est pas l'affaire d'un petit ministère, c'est l'affaire de la totalité du gouvernement, c'est l'affaire de tous les candidats à la présidentielle. Comment, dans les années à venir, va-t-on organiser l'adaptation de la France au changement climatique? Comment va-t-on éviter que le climat, tout d'un coup, nous envoie des coups comme ça qui affaiblissent le pays, qui fatiguent nos compatriotes? Comment va-t-on faire? C'est ça, à mon avis, l'urgence. Alors évidemment, il faut convaincre tous nos politiques que c'est ça l'urgence. On y essaye. On y essaye, et peut-être, Evelyne, j'aimerais avoir votre regard là-dessus. Pensez-vous que chez les Français, dans la manière dont on ressent les choses, il peut y avoir un avant et un après été 2026, après cet été qui nous met un peu dans tous nos états? Forcément, de toute façon, il y aura un avant et un après, parce que ce que l'on vit, le mot historique est souvent employé, c'est quelque chose d'historique. Et tout le monde est confronté, demain, 78 départements en vigilance canicule. Des 38 degrés attendus à Rennes, par exemple. Et les 40 degrés, on les a déjà eus en Bretagne. Ça veut dire que tout le monde est concerné par ce changement climatique, ce réchauffement climatique qui, de plus, s'accélère. Donc, il est évident que... alors, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on prend des mesures quand on est au pied du mur, et puis après, si on a un hiver pluvieux et tout, peut-être que l'on va passer à autre chose. Mais non, c'est vrai que là, maintenant, on est vraiment au pied du mur,
toute la France, mais vraiment toutes les... on le voit, la sécheresse des sols dont on parlait, et toutes ces difficultés, tout est impacté. L'économie, la façon de vivre, la santé aussi. Et donc, évidemment, je pense qu'il va falloir maintenant retrousser les manches pour trouver des solutions. Je vous voyais écouter attentivement Boris Veliachev. Est-ce que vous craignez que, une fois que la canicule sera passée, et peut-être à l'automne et à l'hiver, qu'on oublie ? Ça a souvent été le cas par le passé, donc c'est toujours ce que je redoute. J'espère que cette fois-ci, il va y avoir une prise de conscience. Maintenant, il y a des élections qui arrivent, il peut arriver plein de choses, c'est difficile à savoir. Mais il est vrai, comme Brice Lalande l'a très correctement souligné, le changement climatique aujourd'hui, c'est plus du tout une simple affaire environnementale. C'est vraiment une affaire de sécurité nationale, de stabilité économique, de cohésion sociale, de préservation de nos environnements et de notre patrimoine. Enfin, il y a tout est là-dedans, et donc il est vraiment aujourd'hui nécessaire d'opérer un véritable renversement doctrinal, où on n'attend plus la catastrophe pour agir, ou comment on considère plus la protection comme la seule réparation ou compensation. Il s'agit cette fois-ci de préserver de façon anticipée des fonctions essentielles à nos territoires. Et c'est comme ça qu'il faut voir la protection. Non plus comme une simple compensation, une simple réaction à partir du moment où une catastrophe arrive. Donc ça demande de l'anticipation, et il faut vraiment qu'on se lance dans ce genre de politique qu'on a laissé passer depuis trop d'années jusqu'à présent. Vous vouliez réagir, Brice Lalande ? Justement, je pensais aux incendies qu'on vient de vivre, des incendies terribles. Et donc, tout le monde sait qu'il faut débroussailler. Bon, alors... Est-ce qu'il n'y aurait pas, en automne, au moment où on va oublier, que le gouvernement institue une journée du débroussaillement et qu'on regarde vraiment partout si c'est fait, par exemple. De la même manière, pour l'eau, ce qui a été très frappant, c'est que, en réalité, il y a plus d'eau dans l'atmosphère. C'est assez curieux avec le changement climatique, il y a plus d'eau là-haut. Mais quand elle tombe, cette eau, c'est extrêmement violent. Et donc la question, c'est comment est-ce que c'est possible de trouver les moyens de récupérer, de garder, de conserver cette eau de l'hiver pour ensuite s'en servir. Ça a été toute la discussion. Et en réalité, il y a eu des oppositions un peu idéologiques, un peu absurdes, quoi. C'est vraiment une question importante. Comment est-ce qu'on peut garder l'eau de l'hiver quand il y en a trop ou quand il y en a beaucoup? Comment est-ce qu'on peut éviter qu'elle s'en aille? Et toute la politique de l'eau jusqu'à présent, quand on en avait beaucoup, ça consistait toujours à renvoyer l'eau le plus vite possible. Une fois que ça en était servi, aller dans les tuyaux, aller retour à la mer, retour à la rivière. Eh ben non, il faut la garder cette eau. Il faut la garder le plus possible partout, y compris en sortant de la maison pour arroser les jardins, pour séparer peut-être les eaux qui ne sont pas sales et qui sont celles de la douche, pour s'en servir pour le jardin. Enfin, il y a toute une ingénierie et une programmation, si vous voulez, de la politique de l'eau qui n'est pas faite pour l'instant. Parce que jusqu'à présent, on se disait, c'est peut-être pas la peine. Alors on se rend compte que cette eau elle est précieuse quand on regarde aussi, et vous l'avez souligné, le niveau des fleuves, certains sont à leur débit le plus bas, c'est le cas du Rhin, du Rhône, la Tamise, le Danube, le Pô. Bonjour Sophie Charlotte Valentin, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice territoriale de Voies navigables de France, c'est l'établissement public qui gère 80% du réseau des voies navigables. Quelles sont les conséquences concrètes de la sécheresse sur les voies navigables en France ? Bonjour. Alors, l'eau qui sert justement à l'alimentation des canaux provient soit de grandes réserves d'eau qui sont stockées dans des lacs, en fait, retenues par des barrages réservoirs, soit directement de prélèvements dans des rivières. Ce ne sont jamais les eaux souterraines qui alimentent les canaux et les réseaux de navigation. Donc, l'étiage, la période que l'on connaît actuellement, la période de basses eaux, qui est, comme vous le disiez, historique pour certains fleuves comme le Rhin, impacte directement l'alimentation des canaux. Alors, on a deux types de canaux. Les canaux à grand gabarit qui permettent notamment le transport de marchandises sur des grands bateaux. Ce réseau, mis à part le Rhin et l'amont de la Moselle, reste complètement navigable et opérationnel. Mais la poursuite des difficultés, vous l'avez largement souligné, les déficits de pluie, de pluviométrie, laissent craindre des difficultés qui pourraient arriver, y compris sur le grand gabarit. En revanche, tout le réseau navigable de petit gabarit, le réseau qui est souvent appelé le réseau Freycinet, qui sert à transporter historiquement de la marchandise, mais aujourd'hui plutôt un réseau qui sert aux loisirs, aux croisières, etc., est fortement impacté. Des itinéraires sont limités en navigation, voire fermés dans le nord-est.
D'accord. Donc sur le transport de marchandises, pour l'instant, peu impacté, mais vigilance pour les mois à venir. En revanche, ce que vous nous dites, c'est que toutes les entreprises qui vivent du tourisme fluvial sont en difficulté pour certaines. Tout à fait. Alors, on a non seulement des vigilances sur certains itinéraires et puis le Rhin qui est fortement impacté. Et alors, sur la partie justement des croisières fluviales ou des locations de bateaux, c'est tout un pan d'une économie touristique très intéressante pour le pays. C'est des emplois locaux, fixés, qui aujourd'hui sont concernés directement par ce phénomène climatique, cette sécheresse aggravée, des itinéraires qui ne peuvent plus être empruntés par les bateaux de croisière, par les bateaux de tourisme. Donc, dans certains cas, des délocalisations, en quelque sorte, vers d'autres itinéraires préservés. Alors, délocalisation, toujours en France, mais des reports, en fait, d'activités ont pu être réalisés. Et dans d'autres cas, ça n'a pas été possible. Donc, certaines activités sont aujourd'hui à l'arrêt, si vous voulez, et impactées directement. Je salue Juliette Duquesne qui nous rejoint. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Vous êtes journaliste, spécialiste de la gestion de l'eau et auteur de l'ouvrage Autonome et solidaire pour le vivant. Notre invité nous explique qu'à cause des fleuves, dont le débit est très bas, le tourisme fluvial est impacté avec des entreprises qui actuellement sont complètement à l'arrêt. Ce qu'on voit aussi avec cette sécheresse, c'est qu'il va falloir repenser, y compris nos vacances et nos loisirs. Oui, il va falloir repenser nos vacances, nos loisirs et même un peu plus globalement le modèle un peu économique. On a un peu oublié. C'est vrai que ça fait chaque année, on parle de plus en plus de l'eau et cette année encore plus que les autres années. Et ça a été dit tout à l'heure, avec le changement climatique, il ne va pas avoir moins de pluie sur la planète, mais des pluies plus importantes à certaines périodes et des périodes de sécheresse beaucoup plus importantes. Et aussi, et ça a été aussi évoqué tout à l'heure, je crois qu'on oublie aussi le fait de l'évapotranspiration. C'est-à-dire que comme on a des températures très élevées pendant des longues périodes, on a beaucoup d'évapotranspiration qui pose énormément de problèmes, notamment aux agriculteurs. Ça a été évoqué tout à l'heure. Avant de venir, je refaisais un peu un point. Et par exemple, dans le Gard, j'ai appelé un agroécologiste avec qui je travaille, j'échange régulièrement. Et lui, dans le Gard, l'année dernière, il y a eu 30 jours au-dessus de 35 degrés. Et dans les années 60, il n'y en avait pratiquement pas. Là, cette année, on va encore battre tous les records. Donc la sécheresse historique qu'on vit cette année, j'espère qu'elle va enfin réveiller le fait qu'il faut qu'on change bien plus profondément notre modèle et la façon, et réduire bien plus drastiquement notre consommation d'eau. Parce qu'il faut savoir que cette année, on a une sécheresse historique, mais on a eu un hiver où il y a eu de l'eau. Oui. Donc il y a quand même, d'ailleurs, on le voit quand on regarde les nappes, il y a des régions dans le sud de la France, il y a encore de l'eau dans les nappes, le Limousin est beaucoup plus touché et il va y avoir des années où on va avoir peu de pluie, mais aussi peu de pluie l'hiver, donc ça sera encore bien plus dramatique. Donc, pour répondre un peu plus directement à votre question sur les loisirs, je pense que c'est globalement, il faut, comme tous les sujets liés à l'écologie, comprendre qu'il va falloir réduire notre consommation d'eau. Il faut bien sûr qu'on réduise bien plus drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre pour avoir moins d'impact sur le cycle de l'eau, mais qu'on réduise aussi notre consommation d'eau. Parce que même s'il n'y avait pas le changement climatique, on aurait un problème d'eau, parce qu'au cours du XXe siècle, on a augmenté beaucoup trop notre consommation d'eau. La consommation d'eau a augmenté 1,7 fois plus vite que la population. Alors, on va essayer de parler un petit peu des solutions et vous avez commencé à le faire, Brice Lalonde. Je voulais vous faire voir des chiffres qui illustrent le retard de la France sur la réutilisation des eaux usées. Voilà. Alors, 1% de l'eau recyclée. Et regardez, en Italie, 8%, en Espagne, 14%, en Israël, 80%. J'ai envie de dire, on est nuls. Alors, j'ai eu la chance d'être maire dans mon petit village breton. Et j'ai réutilisé les eaux de la station d'épuration pour arroser le golfe. Donc, je peux vous dire que ça a été une bataille contre les services de la santé de l'État français qui disaient qu'il ne faut surtout pas faire ça, c'est dangereux, etc. Et ça a été très compliqué. Donc, si vous voulez, on n'est pas habitué à ça. Donc, les administrations doivent travailler, l'ANSES, enfin, toutes ces agences pour dire que c'est possible et comment il faut le faire. Mais il faut même envisager une usine de dessalement de l'eau de mer. Parce que, si vous voulez, à Perpignan, il y a eu pendant plusieurs des épisodes d'assec épouvantables. Donc,
il ne faut rien se priver de rien, quoi. Simplement, en revanche, vous avez évoqué aujourd'hui là on a interviewé un agriculteur, on a interviewé un maire, on a interviewé différentes personnalités. La politique de l'eau, c'est comment est-ce que l'on peut affecter équitablement de l'eau à toutes ces professions, à tous ces secteurs de l'économie. Et à l'époque, si je puis dire, avec le Premier ministre de l'époque, c'était Michel Rocard, il avait dit, bon, ça va être le ministère de l'Environnement qui va être, comme il est neutre, comme il se sert pas vraiment de l'eau à part pour la nature, eh ben, on va demander à ce ministère d'être le ministère qui va coordonner et affecter. Et on a eu Voies navigables de France, là, tout à l'heure. Ben oui, ils ont besoin d'eau pour les canaux. Et tout le monde a besoin d'eau. Et donc, ça va être une question difficile parce que vous vous souvenez des batailles qu'il y a eu sur les bassines et des choses de ce genre-là. Donc, il va falloir que chacun comprenne maintenant et fasse un effort pour comprendre qu'on a besoin de partager équitablement l'eau. Et en ce moment, c'est en effet l'agriculture. On a besoin quand même de manger. On a besoin d'avoir des récoltes. Et donc là, la situation est particulièrement difficile pour les cultures de printemps et d'été. Il faut absolument faire quelque chose et je crois comprendre que le gouvernement va actionner une cellule de crise bientôt. Voilà, une cellule de crise demain avec la ministre Monique Barbu qui est rentrée de vacances. On va regarder un reportage sur cette station de service d'eau usée, traitée. Les gens viennent se recharger en eau usée pour l'arrosage de leur jardin. Regardez. À première vue, elle a tout d'une station-service comme les autres. 2 pompes alignées, un va-et-vient de camions, mais ici, pas une goutte d'essence. Ce qui coule dans ces cuves, c'est de l'eau usée, soigneusement traitée. Chaque matin, Julien, technicien réseau, vient faire le plein. Une fois rempli, il part vers sa mission du jour, l'entretien des canalisations de la ville de Toulouse. Nous utilisons donc de l'eau que nous mettons sous pression afin de nettoyer, en fait, de curer la canalisation. Ça nous évite en fait d'utiliser de l'eau potable. Juliette, est-ce qu'il y a des bonnes mesures à aller chercher à l'étranger ? On a vu les différentiels de pourcentage avec Israël, avec l'Italie, avec l'Espagne. Est-ce qu'on peut aller chercher des bonnes idées sur le retraitement des eaux usées pour nous ici en France? Oui, alors c'est intéressant ces solutions. Moi, je dis pas qu'il faut pas du tout le faire, mais réutiliser les eaux usées. On voit d'ailleurs que l'Espagne ou Israël le font. C'est pas du tout des pays modèles par rapport à l'eau. Hein. L'Espagne est un pays où il y a énormément de problèmes ils consomment beaucoup d'eau pour l'agriculture industrielle, donc il y a énormément de nappes qui sont vidées. Donc je dis pas qu'il faut pas du tout réutiliser les eaux usées, mais réutiliser les eaux usées, ça sera pas la solution à tous nos maux. Tout simplement, il y a un rapport de la Cour des comptes qui montre que ça consomme quand même pas mal d'énergie et que ça coûte aussi pas mal d'argent. Et on a un peu oublié... Souvent, j'entends, oui, mais c'est une eau qui est perdue, l'eau qui repart dans la nature. Mais l'eau qui repart dans la nature, quand l'eau repart des stations d'épuration, c'est pas une eau qui est perdue. C'est une eau qui va permettre de recharger les rivières, les fleuves, et partir et suivre le cycle de l'eau. J'insiste sur ce fait-là, en fait, sur ce point-là, c'est pareil, pour dessaler l'eau de mer. Pourquoi pas le faire à quelques endroits? Mais aujourd'hui, ça explose partout dans le monde, le fait de dessaler l'eau de mer. Ça doit être quoi la priorité pour mieux préserver notre source en eau? Réduire notre consommation d'eau très largement. Et on sait, alors il s'agit bien sûr pas du tout d'accuser l'agriculture. Il faut irriguer, 20% des terres dans le monde sont irriguées et elles produisent 40% de la production mondiale. Mais il faut quand même, aujourd'hui, c'est 58% de l'eau qui est consommée pour l'agriculture et jusqu'à 80% l'été. On sait qu'il va falloir faire des choix et on a parfois tendance à mélanger les besoins vitaux, on a besoin d'eau pour se nourrir, aux besoins économiques. Par exemple, aujourd'hui, on sait, c'est dit depuis beaucoup d'années par les chercheurs, par les rapports, qu'on irrigue beaucoup trop de maïs l'été pour nourrir des élevages industriels et que ça, il va falloir réduire tout simplement. Il faut manger moins de viande. Il y a plusieurs études qui montrent qu'il faudrait réduire de 50% la consommation de viande et manger des animaux qui mangent de l'herbe et pas des céréales. Et là, on réglerait énormément de problèmes par rapport à l'eau. Alors, et donc, je vais faire juste réagir Arthur Portier à vos côtés. Est-ce que les agriculteurs ont une part à jouer et qu'est-ce qui est faisable? Alors, c'est une évidence que les agriculteurs ont une part à jouer. Ça serait pas, on va dire, humble de ma part de dire que nous n'avons rien à faire. Le défi est là. En revanche, aujourd'hui, vous parlez d'utiliser davantage de pâtures. Les pâtures, à l'heure actuelle, dans la crise que nous connaissons, sont totalement cramées, comme on l'évoquait. Donc, on a recours naturellement au maïs. Après, nous irriguons le maïs
maïs, qui n'est pas une plante qui est consommatrice d'eau, on va dire, de manière extrêmement importante, elle l'est l'été. Oui, voilà. Et donc, à ce titre-là, c'est pour ça que nous avons moins de précipitations durant l'été, donc nous l'irriguons l'été. Ensuite, le défi de demain, pour les agriculteurs, il ne va pas être le défi de produire plus, il va être le défi de produire avec constance. Au regard des aléas climatiques que nous avons, il faut produire avec constance. Donc j'entends tout ce qui est dit sur la réduction, etc. Mais si on veut aller vers ces phénomènes de réduction, il va falloir également utiliser la science, c'est-à-dire que toute la filière a son rôle à jouer. Il va falloir accélérer également l'innovation chez les semenciers, il va falloir l'innovation chez l'efficience de nos engrais, par exemple. Donc c'est toute la filière qui doit réfléchir. Il faut se mettre autour de la table. Il n'y a pas de solution miracle. Après, les agriculteurs ne sont pas évidemment à l'origine de tous les maux et nous avons des restrictions très fortes à l'irrigation. Sur mon exploitation, je ne peux pas irriguer dans l'Oise et je ne pourrai jamais le faire. Je voudrais qu'on dise un mot de l'état de nos canalisations. 1 litre d'eau potable sur 5 est perdu à cause d'infrastructures vieillissantes. Pour traquer les fuites, certaines communes s'équipent d'outils qui sont dotés d'intelligence artificielle, des boîtiers connectés, des robots, des drones qui permettent de détecter les fuites le plus rapidement possible. Extrait de notre reportage TF1. Ce drone n'en a peut-être pas l'air, mais depuis le ciel, il traque les fuites d'eau souterraines. Regarde, elle est là. Elle est là, la fuite. L'objectif du drone et de sa caméra thermique, c'est qu'il va pouvoir dissocier deux couleurs, les couleurs chaudes et les couleurs froides. Et ça va nous permettre de localiser une fuite sur un périmètre beaucoup plus restreint. Charge ensuite au fontainier, au sol, de régler le problème. Ils partent à sa recherche et dès l'ouverture du regard, on entend bien la fuite. L'eau apparaît. Il suffira de resserrer la vanne pour arrêter la fuite. Oui, voilà. Est-ce que ces petites, rien n'est petit. Est-ce que finalement, c'est pas aussi montrer l'exemple que de s'occuper des canalisations, de la réutilisation des eaux usées Mais bien sûr, et ça peut même être jusqu'au bouton poussoir dans les douches. Les maires ont beaucoup de moyens à leur disposition. Par exemple, vous avez des ateliers de conserverie où tous les jours il y a la consommation d'eau de hier. Et on va faire mieux demain, etc. Vous avez, par exemple, faut-il arroser les trottoirs et les rues, ou au contraire, plutôt les brosser et que ce soit sec parce que vous allez salir l'eau. Il y a 1000 façons de faire. Et donc, vous savez, au Cap, en Afrique du Sud, à un moment donné, il n'y avait plus d'eau. Et on a dit aux habitants, allez, pas plus de 50 litres par jour. Vous savez que la consommation moyenne d'un Français, c'est 150 litres par jour. Alors là, 50. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on prend une douche? Comment est-ce qu'on fait la cuisine? Eh ben, on ne garde qu'une seule casserole. Mais enfin, ça, c'est des cas extrême. Il y a toute une panoplie de moyens pour économiser l'eau. Et vous avez parlé des canalisations qui fuient. Bah, évidemment, c'est surtout un problème économique. C'est pas vraiment un problème écologique parce que l'eau, elle retourne à la terre. Donc, à la limite, la nature ne s'en plaint pas. En revanche, le portefeuille s'en plaint parce que ça, c'est un gaspillage économique. Cette eau qu'on a magnifiquement traitée, on la perd. Juliette, vous vouliez peut-être ajouter une Oui, avec plaisir. Oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, il s'agit vraiment pas d'accuser les agriculteurs, mais plutôt accuser un modèle agricole et alimentaire qu'on a mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un modèle qui est très consommateur d'eau. On le sait, toutes les études le montrent. C'est la différence entre utiliser et consommer. Parfois, par exemple, en France, le plus grand utilisateur d'eau, c'est le nucléaire, mais le secteur qui utilise le plus d'eau, mais celui qui consomme le plus d'eau, c'est l'agriculture. La différence, c'est quand on se lave les mains, on va utiliser l'eau et l'eau repart dans le système. La plante va consommer une grande partie de l'eau. C'est la différence entre utiliser et consommer. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur ces sujets-là et on sait très bien que si on change bien plus profondément notre modèle agricole et alimentaire en passant à des solutions qui sont beaucoup plus liées à l'agroécologie, qui permettent de capter et les sols vont beaucoup plus garder l'eau en couvrant les sols. Moi, je suis même allée dans les zones semi-arides en Mauritanie où on va cultiver sous les palmisatiers où du coup, il y a des choses très bien où on arrive à cultiver de l'eau, mais ça veut dire qu'il va falloir changer beaucoup de choses, changer ce qu'on va mettre nous dans notre assiette. Et il faut aussi ça veut dire que ça va demander des changements très importants. Ça nécessite du courage politique et ça nécessite aussi des changements très importants de la part des agriculteurs. Donc il faut que les agriculteurs puissent vivre de leur production, ce qui est quand même pas le cas aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que on change aussi même peut-être les endroits où on va acheter notre nourriture pour que les paysans puissent vivre de leur production, avoir des prix qui soient viables. Donc ça demande des changements profonds. Mais on sait que si on change ce modèle agricole de façon structurelle, on réglera une grande partie des problèmes d'eau. Parce que on oublie aussi
que la problématique de la pollution de l'eau et de la consommation de l'eau sont intrinsèquement liées. Parce qu'on parle souvent de la pollution, puis de l'autre côté, on va parler de la consommation de l'eau. Mais aujourd'hui, par exemple, depuis 1980, il y a plus de 14 000 captages d'eau. Donc les captages d'eau, c'est l'endroit où on prend l'eau dans les fleuves ou les nappes phréatiques pour avoir de l'eau du robinet. Il y a plus de 14 000 captages d'eau qui ont été fermés en France pour des raisons, en grande partie, c'est pas la seule raison, mais de pollution. Donc moins on va avoir d'eau, plus on va avoir une eau qui va être polluée, c'est logique parce que ça sera moins dilué. Et en plus, si on ferme des captages d'eau, c'est de l'eau qu'on ne va pas avoir accès l'été, comme on voit des communes qui vont pas avoir accès à l'eau du robinet. Vous voyez ce lien entre consommation et pollution. Ouais. Donc, et là, on retrouve encore le problème lié à l'agriculture, parce que souvent ces captages d'eau sont fermés parce qu'il y a des pesticides et des nitrates. Alors on va maintenant parler de la canicule. Vous le savez, 43 départements sont placés en vigilance cet après-midi et ce sera quasiment 80 demain. Une canicule qui pèse sur les corps, sur les esprits. Écoutez ces habitants de Montélimar. En fait, la canicule, c'est un confinement qui n'en a pas le nom, mais si on veut bien la vivre, il faut rester à l'intérieur. Je suis dans un 14 mètres carrés et là, j'ai une fenêtre. Du coup, pour qu'il y ait un flux d'air, du coup, j'ouvre la fenêtre et la porte. J'ai l'impression que je finis par m'habituer. Pendant une semaine, je n'ai pas mis la climatisation en fonction à la maison. Oui, je transpire moins. C'est peut-être notre corps échange, il s'habitue. Bonsoir François Gémen, merci de nous avoir rejoint, co-directeur de l'Observatoire Défense et Climat, et vous êtes membre du GIEC. On a l'impression que ces canicules à répétition étonnent même les climatologues, c'est-à-dire on savait que les températures allaient augmenter, mais c'est la succession, l'énorme succession, déjà 5 vagues de canicules qui peut susciter un certain étonnement chez certains experts. Disons que c'est quand même globalement ce qui avait été prévu. Maintenant, il est vrai que c'est une situation relativement inédite, et donc le fait d'y être confronté dans la réalité provoque toujours un élément de surprise. Vous savez, c'est pas toujours évident de passer de la théorie à la pratique, et pourtant c'est ce à quoi nous sommes confrontés. Mais alors cet été 2026, est-ce que finalement c'est ce qui nous attend dans les années à venir, ou est-ce qu'il demeure exceptionnel ? Ah non, il n'est pas exceptionnel. Il est tout à fait normal si on considère que nous sommes entrés dans cette nouvelle norme. Donc si vous voulez, nous allons le considérer exceptionnel parce que nous allons nous référer aux étés du passé, qui sont des étés que nous ne connaîtrons plus à l'avenir. Par contre, si on regarde les étés du futur, c'est un été qui est absolument dans la norme, d'où l'impératif de l'adaptation. On voit bien qu'on n'est pas prêt sur la question de l'eau, sur la question de l'agriculture, sur la question de l'industrie, sur la question du bâtiment, de l'urbanisme. Il va falloir un peu tout repenser, réinventer le pays. C'est à la fois fascinant et vertigineux. Alors on entendait tout à l'heure cette dame qui disait « j'ai l'impression que mon corps s'habitue de canicule en canicule ». Alors est-ce vrai ? On a posé la question à un médecin, est-ce que notre corps s'habitue ? La réponse. Quand on est exposé à des fortes chaleurs, on va avoir des capacités de récupération qui sont altérées. Donc ça va avoir des conséquences sur les performances cognitives, sur le sommeil, sur l'humeur. Avec cette difficulté, c'est qu'en temps de canicule, justement, on a du mal, Brice Lalonde, à se refroidir la nuit. C'est la nuit, en effet, que les choses se passent, quoi. Si on arrive à rafraîchir l'endroit où l'on dort la nuit, on peut récupérer. Si la chaleur persiste et qu'on ne peut pas évacuer la chaleur de la maison parce que peut-être qu'elle a été mal conçue ou elle n'a pas de volet, donc on n'a pas pu chasser la chaleur de la maison, à ce moment-là, on se fatigue beaucoup et on a du mal à supporter tout ça. Si j'avais à ajouter quelque chose, c'est quand même que c'est aussi un problème international. Et que même si la France devient totalement vertueuse et qu'elle arrive à zéro, elle n'est plus polluante, elle a décarboné complètement son économie, les autres ne l'ont peut-être pas fait. Et il y a une question d'eau aussi internationale. Il y a des pays qui n'ont pas d'eau et des pays qui ont beaucoup d'eau. Et la quantité d'eau est limitée à la surface de la planète. C'est toujours la même, alors que la population augmente. Donc la part par individu diminue. Comment va-t-on faire, à la fois en France et à la fois dans le monde, pour partager l'eau, pour trouver une solution équitable ? C'est vraiment une question politique absolument fondamentale. En quelque sorte, l'eau va devenir maintenant le centre de beaucoup de nos préoccupations politiques. Et c'est une question européenne, parce que bien entendu, on parle des problèmes en France, mais la circulation est également perturbée sur le Rhin, sur le Danube, l'agriculture est évidemment perturbée dans les autres pays européens. Vous savez, les Romains, au moment de l'Empire romain, avaient déjà conçu tout un système d'aqueducs parce qu'ils avaient bien réalisé l'enjeu du partage de l'eau à l'échelle de l'Empire romain. Sans doute faudrait-il nous en inspirer désormais
à l'échelle européenne. Boris Veliachev, on voyait ces personnes qui sont mal chez elles, qui ont trop chaud, qui la nuit ne peuvent pas se refroidir. Le logement, ça va être un enjeu crucial là c'est un enjeu colossal, et en plus il faut arrêter de se pencher que sur des solutions sur du logement neuf en fait, parce qu'on a un énorme patrimoine aussi de logement, on a un parc en fait existant de bâtiments, donc il va falloir très sérieusement avoir des objectifs mesurables d'amélioration du bâti existant, pas seulement du neuf, de façon à pouvoir mener une véritable politique à la fois sociale et patrimoniale en France, en ce qui concerne le bâtiment et la réadaptation de nos urbanismes et de nos villes. Le fait d'entrer, on parlait des zones humides dans les forêts, ce qui est essentiel justement, puisqu'on parle d'eau, et c'est une des grandes solutions aussi, c'est de recréer les zones humides qu'on a enlevées, parce que ça retient énormément d'eau et ça permet à l'eau de revenir. Mais aussi en ville, il faut qu'on refasse rentrer, en fait, autant qu'on le peut, tout ce qu'on appelle la trame verte et la trame bleue, qui est celle de l'eau. Parce que c'est le seul moyen qu'on aura de diminuer efficacement, c'est vraiment Donc les arbres, la végétation et puis l'eau. Bien sûr, et pas n'importe quel arbre, il faut réfléchir. Par exemple, dans les Landes, on l'a vu en Gironde, la monoculture par exemple, de conifères. Les conifères sont pas du tout des arbres qui créent de la fraîcheur en dessous. Au contraire, ils sont conçus pour retenir justement l'humidité et pas créer cette espèce de système d'évaporation en dessous qui rafraîchit. C'est pour ça qu'ils ont été plantés à l'époque. Voilà, ce qui rafraîchit par exemple des saules, des platanes, des arbres de ce type-là, ce sont des arbres qui réfléchissent, mais par exemple les conifères ne le sont pas. Donc il va falloir revoir tout ça, végétaliser nos villes, faire rentrer les trames vertes, recréer nos zones humides, nos forêts, etc. Ça va permettre de baisser considérablement la température dans nos villes. Il faut savoir que dans les villes, on a une augmentation de la température qui est bien supérieure même au reste du territoire. On est à 4, 5, 6, 7, des fois 8 degrés au-dessus de la température qu'on devrait avoir en dehors des villes, en fait. Alors je voulais vous faire voir. Ça chauffe les sous-sols, effectivement. Je voulais vous faire voir, François Gémen, une infographie qui a été créée avec l'aide du Parisien, qui a fait un classement des endroits en France qui vont devenir difficilement vivables l'été et ceux qui seront plus facilement vivables. Et donc ce qu'on voit, les endroits difficilement vivables, on a tout l'arc méditerranéen en rouge, la vallée du Rhône, le Gard, les Alpes-Maritimes, et donc les endroits plus facilement vivables seront le long de la côte atlantique, dans le nord, dans l'est et un petit peu les villes de montagne, notamment en Auvergne, dans le Jura. C'est-à-dire que les endroits où il fait déjà plus chaud aujourd'hui connaîtront des températures encore plus élevées dans le futur, tandis que les régions qui sont plus fraîches aujourd'hui seront plus fraîches également dans le futur. La température va augmenter effectivement sur tout le territoire et ça va créer des inégalités territoriales qu'on connaît déjà aujourd'hui, ne nous leurrons pas. Mais est-ce que ça va devenir des critères dans le choix du lieu de vie ? Il y a déjà un espèce de pic immobilier en Bretagne. Moi, je suis extrêmement frappé de voir le prix maintenant des logements, des habitations, des maisons en Bretagne. Ça a monté considérablement. On a l'impression que la Bretagne d'aujourd'hui, c'est la Côte d'Azur d'il y a 20 ans. Ouais. Juliette, sur ce point-là, sur cette reconfiguration de la France et de nos lieux de vie, avec ce critère qui va devenir, on n'a pas envie, par exemple, d'être tout le temps à Paris en pleine canicule. C'est sûr qu'on voit que les lieux à la campagne. Alors moi, je fais beaucoup d'enquêtes aussi sur des personnes qui essayent de gagner en autonomie au quotidien, et on voit que ils ont créé des lieux souvent où il y a pas mal d'agroécologie, où on essaie beaucoup plus vert, etc. Et on voit bien sûr que là, on est dans des endroits plus frais, et où on a la biodiversité qui revient, et que c'est bien sûr plus vivable. Après, moi, j'insiste quand même, bien sûr que là, on vit, et ça a été dit, c'était tout à fait, ça a été dit et redit par les rapports, ce que nous vivons aujourd'hui. Et alors, même si pour la sécheresse, on sait que les rapports du GIEC montrent que c'est beaucoup plus difficile de prévoir exactement la pluviométrie, parce qu'il y a des grosses variabilités d'une année sur l'autre sur les pluies, et on le voit bien d'ailleurs. Donc c'est ça plus difficile à prévoir, mais on sait que le changement climatique a un impact considérable sur le cycle de l'eau. Mais je tiens à bien sûr qu'il faut qu'on s'adapte, mais je tiens quand même à insister sur ce point-là. On peut encore bien plus drastiquement baisser nos émissions de gaz à effet de serre, que ce soit en France et dans le monde. Et je pense pas qu'il faut non plus le voir comme une fatalité. C'est nous qui l'avons créé, ce changement climatique. Alors bien sûr qu'il faut qu'on s'adapte, on le vit au quotidien, donc on n'a pas le choix. Mais je veux dire qu'il faut pas non plus oublier les changements structurels que ça demande dans notre société, que ce soit les changements
simplement économique. Il va falloir accepter qu'il va falloir moins consommer d'eau, de tout, d'énergie. Et là, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a ce décalage. Moi, mon premier livre sur l'eau, c'était en 2018. Je vois bien ce décalage profond qu'il y a actuellement entre le discours. On parle de plus en plus de l'eau, quoi. C'est incroyable la différence entre mes conférences que je faisais en 2018 et aujourd'hui. Mais que dans les faits, la situation, moi, quand je réactualise mes chiffres, s'empire, mais vraiment considérablement. Là, on voit qu'il y a des projets de data center partout en France où ça consomme de l'eau, qu'on va mettre à côté des centrales, qui utilisent de l'eau. Alors même si, voilà, on voit qu'il y a quand même des coupures, même si quand on regarde les chiffres, c'est pas si important, mais ça peut l'être dans les années à venir. Donc, j'ai l'impression en ce moment qu'il y a cette énorme différence entre la réalité et le fait que ça fait 30 ans que des chercheurs de partout expliquent ça, que moi je suis venue régulièrement sur vos plateaux et plein d'autres pour alerter, et le fait qu'il n'y a pas de changement et qu'on est toujours en train d'essayer de penser qu'il va y avoir une solution technologique qui va nous sauver de tous les problèmes. Non, il va falloir accepter dans toutes les problématiques écologiques, il faut accepter qu'il va falloir changer profondément notre modèle et réduire notre consommation, et en premier lieu de l'eau. Et on reviendra sur tout ça dans un instant. Arthur, juste pour revenir sur la configuration du paysage, on voyait les endroits plus difficilement vivables, plus facilement vivables pour l'agriculture aussi. Ça va changer le paysage agricole ? Alors le paysage agricole est déjà en train de changer. On a une baisse structurelle des surfaces qui peut opérer, par exemple, dans le sud-ouest, qui étaient justement des producteurs de maïs de manière assez importante. On a des changements aussi de production qui opèrent selon les territoires. On le voit dans l'Oise, on est maintenant habitué à faire du tournesol, plante que l'on faisait très rarement il y a plusieurs années. Donc il y a des ajustements naturellement qui opèrent. Après, il ne faut pas oublier que sans eau, on ne fera rien pousser. On a beau essayer de s'adapter. Si vous pouvez mettre en terreau fertile n'importe quelle graine, elle aura du mal à pousser. Donc l'eau reste tout de même au cœur des préoccupations, avec des ajustements qui auront lieu, des adaptations dont le monde agricole est habitué, puisqu'on s'adapte en permanence. On le voit là sur des solutions très court-termistes, mais par exemple, pour parler pratico-pratique, nous ne pouvons pas semer nos colzas à l'heure actuelle. Nous sommes en train d'essayer de semer nos colzas pour faire de l'huile et pour ensuite donner de l'huile aux citoyens. Il s'avère qu'il va falloir une nouvelle fois s'adapter à court terme pour changer nos assolements face à la sécheresse que nous connaissons à l'heure actuelle. François Gémen, on va élargir un petit peu le scope, parce qu'on dit que pour les Français, ce mois de juillet est le plus chaud, mais c'est aussi le cas pour les Espagnols et en fait pour 120 millions d'Européens. Pourquoi notre continent, l'Europe, est celui qui se réchauffe le plus vite ? 3 raisons. Raison numéro 1, c'est un continent. Et donc, toutes les terres se réchauffent plus vite que la moyenne mondiale, puisque la moyenne mondiale est calculée à la fois en fonction des températures terrestres et des températures océaniques. Et vous le savez bien, la température se réchauffe plus vite sur Terre que sur mer. Raison numéro 2, c'est une raison de courant atmosphérique qui va parfois bloquer des masses de chaleur sur le continent européen. Raison numéro 3, qui est très contre-intuitive, c'est que l'Europe est le continent qui était le plus loin dans la lutte contre la pollution atmosphérique, pour des raisons de santé publique qu'on comprend bien. Le problème et l'effet pervers de cette lutte contre la pollution atmosphérique, c'est que nous avons en quelque sorte perdu la pollution qui avait un effet de parasol et qui donc en quelque sorte nous protégeait un peu de la chaleur. Comme la pollution est moindre en Europe que sur d'autres continents, nous sommes plus directement frappés par la chaleur. C'est très très contre-intuitif. Il faut rappeler qu'évidemment la lutte contre la pollution atmosphérique apporte d'énormes bénéfices en termes de santé publique, mais effectivement c'est ça qui explique que l'Europe se réchauffe davantage que d'autres régions du monde, et certainement que la moyenne mondiale. Quelles sont les priorités pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre ? La priorité, c'est d'abord de sortir des énergies fossiles. Ce que Juliette Duquesne a rappelé est très important. La bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que nous avons intégralement causé le changement climatique. Ce qui veut dire que nous avons également les moyens d'y répondre, de le résoudre et de le garder sous contrôle. On a parfois le sentiment en France que, effectivement, tout va bien parce que notre électricité est décarbonée. Il faut rappeler que l'électricité, c'est qu'un tiers de la consommation d'énergie en France. Il reste énormément de secteurs à décarboner. Comme Brice Lalonde l'a rappelé, il y a aussi un enjeu fondamental sur l'international. Moi, ce qui me tracasse le plus, c'est que, au fur et à mesure que les effets du changement climatique sont de plus en plus visibles, partout dans le monde, on élit de plus en plus des leaders populistes
autoritaire et climato-sceptique. C'est comme si, en quelque sorte, le déni de réalité, le déni de la science était devenu un argument électoral. Vous venez encore de discuter du tremblement de terre en Colombie et de leur nouveau président, qui est à nouveau un président trumpiste climato-sceptique. Et là, effectivement, il y a un vrai enjeu à la fois sur notre diplomatie et aussi sur l'action de nos entreprises à l'international, et je pense en particulier au financement de nos banques. C'est peut-être un aspect de la lutte contre le changement climatique auquel certains téléspectateurs n'ont pas toujours pensé, c'est ce que financent notamment leur argent via les investissements que leurs banques réalisent pour eux. Brice Lalonde. Je pense que cette espèce d'hésitation politique mondiale avec M. Donald Trump, je pense que ça va s'arrêter brutalement. Et que les électeurs vont en vouloir beaucoup aux gens qui leur ont dit que c'était pas vrai. Parce que même aux États-Unis, on souffre du changement climatique. Vous avez des tornades, vous avez des incendies. Et à un moment donné, les électeurs ne pardonneront pas à ceux qui leur ont dit des bêtises. Boris. Moi, je voulais revenir un petit peu sur le fait de décarboner. Alors, c'est vraiment essentiel, parce que c'est l'un des seuls moyens qu'on aura de ralentir le phénomène de réchauffement, de toute façon. Mais il faut se méfier aussi d'une chose, c'est que, comme ça a été précisé, il est important de décarboner, mais également de changer de paradigme. Ça, c'est essentiel, parce que si on décarbone seulement, les discours qui sont purement axés sur la décarbonation, on oublie très souvent ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons. C'est le fait que... à partir du moment où on commence à avoir la technologie ou les moyens techniques pour pouvoir exploiter une ressource plus efficacement ou plus vertueusement, eh bien, systématiquement, on va consommer plus cette ressource. On le voit très bien au niveau des émissions de carbone, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a vu avec les derniers rapports qui sont sortis il n'y a pas longtemps, il y a à peine un mois, de les émissions de carbone des grandes entreprises mondiales, comme Amazon, Google, etc. Ils sont tous en hausse, alors qu'ils ont tous pris des mesures drastiques pour décarboner. Parce que systématiquement, à partir du moment où ils décarbonent, ils en profitent pour produire plus. Et donc, au final, ils émettent plus. Donc, c'est un petit peu le cercle vicieux, en fait. Donc, il est essentiel de changer de modèle économique. Que ce soit en agriculture, que ce soit dans beaucoup d'autres domaines. Tous les domaines sont concernés. Il faut qu'on apprenne à changer de modèle économique de façon à ce que la décarbonation, dans ce cas-là, soit quelque chose d'efficace. Juliette. Oui, je voulais juste ajouter, et bien sûr qu'il faut de l'eau pour se nourrir, parce que je repars sur l'agriculture qui est quand même un sujet majeur par rapport à l'eau, que ce soit pour la pollution et la consommation. Mais on peut aussi réfléchir à, par exemple, là, et tous les agriculteurs sont touchés par des problématiques fortes. Je parlais tout à l'heure de l'évapotranspiration, etc. Mais de prioriser, c'est-à-dire, on parle beaucoup d'autonomie. Il faut aussi revenir à l'autonomie d'un territoire. L'eau, ça se gère avant tout au niveau d'un territoire. Ça circule, ça voyage très mal, l'eau. On a beaucoup modifié le cycle de l'eau, mais on va pas faire transférer de l'eau de Lille à Montpellier. Vous voyez, ça reste plus local. Moi, je pense qu'il va falloir le faire. Moi, je pense qu'il va pas falloir le faire et qu'il va falloir plutôt les gérer au niveau local et prioriser les usages au niveau local et prioriser, par exemple, l'agriculture qui va nourrir un territoire et pas prioriser. Aujourd'hui, en France, il y a 50% de la nourriture qu'on produit qui est exportée et 30% de la nourriture qu'on mange qui est importée. On voit qu'à chaque grande crise internationale, on a un risque pour se nourrir. Donc, je pense qu'il faut revenir à une agriculture. Alors, je dis pas qu'il faut pas du tout que la nourriture voyage, mais qu'il faut qu'elle voyage beaucoup moins et qu'elle se fasse au niveau d'un territoire. C'est compliqué, Juliette Duquesne. Prenez un territoire comme les Pyrénées-Orientales, qui est un territoire qui souffre d'un manque chronique d'eau, qui va être confronté à des pénuries où potentiellement on va devoir couper l'eau courante aux gens. Vous allez dire aux gens des Pyrénées-Orientales, débrouillez-vous, c'est votre problème. Alors qu'on a des excès d'eau à Lille ou à Rennes, on va pas vous transférer de l'eau, débrouillez-vous, c'est un enjeu local. Il y a des transferts d'eau aujourd'hui. D'autant que le bas Languedoc... Les uns après les autres. Je dis juste que j'ai pas dit que la nourriture doit pas du tout voyager. Non, mais l'eau. Oui, mais en fait, l'eau voyage beaucoup. L'eau voyage beaucoup par la nourriture. Beaucoup dans le monde, c'est par ce biais-là qu'elle voyage le plus. Donc, je dis pas qu'elle ne doit pas du tout voyager, mais aujourd'hui, on a énormément modifié le cycle de l'eau et ça fait partie des problèmes de sécheresse aussi dans certains endroits. Donc, si on revenait à des territoires et à plus ancrer les problématiques d'eau sur un territoire, et en plus, ça réglerait aussi ce dont vous parliez tout à l'heure par rapport à la démocratie et la montée des régimes autoritaires. L'eau, c'est un sujet nous sommes faits d'eau. Ça concerne
tout le monde. Et quand je fais mes conférences, moi je vois, il y a des gens de tout bord. C'est mes seules conférences où il y a des gens de tout bord qui viennent. Et ça met tout le monde d'accord. Il y a des gens de tout bord qui viennent échanger sur ce sujet-là parce que l'eau, ça concerne tout le monde. Et c'est un très bel élément qui peut permettre de refaire démocratie au niveau des territoires. Aujourd'hui, je dis juste aujourd'hui que l'eau divise. On parle de guerre de l'eau parce que on n'accepte pas qu'il faut réduire notre consommation d'eau. Si on accepte de réduire notre consommation d'eau, on pourra l'avoir aux usages des territoires. Et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir d'échange au niveau des territoires. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on a beaucoup trop et qu'il faut réduire et revenir au niveau des bassins. Arthur. Deux éléments. Je pense qu'on n'a pas remis assez au débat le côté économique, mais aujourd'hui, il n'y aura pas de durabilité environnementale sans durabilité économique. Et on a beau essayer de changer les modèles agricoles, tant qu'aujourd'hui nous ne gagnons pas notre vie, on aura du mal justement à aller investir dans cette recherche de durabilité. C'est le premier point. Le deuxième point, lorsqu'il s'agit de parler de territoire et d'essayer de se recentrer un petit peu sur la nation, ça a un caractère assez égoïste puisqu'on ne peut pas aujourd'hui produire tout partout et tout le temps. Donc c'est un caractère aussi pédoclimatique très fort. Dans le contexte géopolitique que nous connaissons, notamment avec ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, mais surtout en Ukraine et en Russie pour ce qui concerne les céréales, on voit bien qu'aujourd'hui la France, grâce à sa capacité à exporter, 1 tonne sur 2 de blé est exportée, a permis d'acevoir une certaine diplomatie sur la scène internationale qui aujourd'hui nous est utile dans un premier temps, et 2, a permis de répondre aussi à une partie de la population au niveau mondial qui était en quête de nourriture. Donc cette vocation exportatrice, c'est bien aussi pour notre économie, mais c'est surtout aussi bien pour, on va dire, l'alimentation au niveau mondial. Il est de bon ton de le rappeler. Et on va tourner une page pour parler des océans à présent, François Gémen, qui n'ont jamais été aussi chauds, les océans, les mers. Quelles sont les conséquences de ce réchauffement des mers et des océans ? Oh, il y en a bien plusieurs. D'abord, il y a des atteintes très lourdes à la biodiversité marine. Il y a beaucoup d'espèces qui, effectivement, ne parviennent pas à s'adapter à des canicules marines. Il y a effectivement une migration très importante de certaines espèces de poissons. On a désormais des poissons tropicaux en Méditerranée. On a de ce fait aussi une migration des pêcheurs dans plusieurs endroits du monde. Je pense au Sénégal, je pense à des pays comme la Thaïlande. On a des pêcheurs qui vont parfois migrer pour aller effectivement dans d'autres zones où ils vont pouvoir pêcher les espèces qu'ils pêchaient. Donc on a vraiment des impacts en série, à la fois sur la biodiversité, mais également sur les activités économiques qui y sont liées, la pêche en premier lieu. On a appris aujourd'hui que... je peux ajouter un point à ce que vient de dire François Gémen. Ce sont les ouragans. C'est que la température des océans est telle que l'évaporation est considérable et que cette évaporation, quand elle arrive sur les continents et qu'elle rencontre de l'air froid, c'est la catastrophe. C'est ce qui s'est passé à la Vésubie, c'est aussi le genre de pluie qui est arrivé à Valence. Donc ça, c'est quelque chose qui va... On appelle ça les Medicanes, c'est un mot quasiment anglais, quoi. Méditerranéen et hurricane, ouragan méditerranéen. Et ça, c'est très très grave. Ça va se renforcer, donc ce type de phénomène. Alors qu'effectivement, la Méditerranée n'est pas du tout habituée au phénomène des ouragans. On croyait réservé à l'Asie du Sud-Est ou à la Floride. Désormais, la Méditerranée est également touchée. Est-ce que toutes les mers se réchauffent ? On a appris aujourd'hui, par exemple, que des méduses ont contraint EDF à arrêter 3 réacteurs de la centrale nucléaire de Gravelines. Donc là, on est dans la Manche. Est-ce que la présence des méduses donc, est liée à cette eau qui se réchauffe ? Est-ce que la Manche est concernée ? Bien sûr, notamment dans toutes ces régions de la Manche et de la mer du Nord et d'autres régions. C'est à la fois un enjeu pour le tourisme également et pour la baignade dans la Manche ou en mer du Nord. Moi qui suis né en Belgique, je sais que la mer du Nord en Belgique est très prisée à cette période. C'est évidemment un enjeu pour le fonctionnement des centrales nucléaires. Il faut rappeler que Gravelines est la 2e plus grande centrale nucléaire d'Europe après la centrale de Zaporijia en Ukraine. Donc on voit bien effectivement que c'est ce que je disais à partir du déplacement et de la migration de certaines espèces. Certaines espèces comme les méduses vont devenir de plus en plus présentes à certains endroits et ça pose évidemment des difficultés d'adaptation. On écoute d'ailleurs cet océanographe parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a ce problème de méduses à Gravelines. On écoute. Le réchauffement des eaux qui est indéniablement la cause de cette pullulation. Avec des eaux plus tièdes, et sa reproduction va être beaucoup plus lente. Un mot, Juliette, peut-être sur l'impact du réchauffement des océans, très concrètement. Alors, on parle notamment des espèces invasives. De quoi s'agit-il ?
Alors moi j'ai moins travaillé sur la partie océan, j'ai plus travaillé sur les coraux, tout l'impact sur les coraux, sur certains endroits aussi où il y a de plus en plus de zones qui sont privées d'oxygène dans l'océan. Donc on voit que l'océan qui est un peu l'origine de la vie, il y a énormément d'impact sur la baisse de la biodiversité, mais sur des espèces invasives, j'ai moins enquêté sur ce point précis. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder cet extrait de reportage TF1, exemple du crabe bleu qui s'installe en Corse et qui met en danger l'écosystème. Il s'est tellement reproduit qu'il est devenu presque impossible aujourd'hui de l'éradiquer. Alors la seule solution trouvée pour s'en débarrasser, le manger. Je viens chercher des beaux crabes, ils sont magnifiques, ils sont de plus en plus gros. Le manger, oui, mais sans pour autant créer une filière qui tuerait la pêche traditionnelle, selon cette spécialiste de l'environnement. Le crabe bleu a un impact financier important, économique, sur l'activité de pêche professionnelle. Le crabe bleu est omnivore, il fait même du cannibalisme. Il y a une diminution, voire une disparition de certaines espèces, dont le crabe vert. Donc Brice Lalonde, on a des nouvelles espèces qui arrivent et qui en fait sont dangereuses pour les espèces qui jusqu'à présent étaient installées ici. Ben oui, bien sûr que ça arrive à la fois pour les animaux et pour les plantes. Ça arrive avec le frelon asiatique, par exemple, qui détruit les abeilles. Enfin, on est en effet, on est face à des phénomènes de gestion en quelque sorte. Comment fait-on pour le frelon asiatique, par exemple, moi j'ai été très inquiet. J'ai essayé de dire aux candidats au municipal, est-ce que vous allez faire quelque chose pour les abeilles ? Parce que les abeilles, on en a besoin. Il y a une filière très importante. Le miel, nous aimons tout ça. Bon voilà, donc si vous voulez, c'est vrai, c'est une vraie question. On est par exemple inquiet de la montée de l'armoise, une armoise qui est particulièrement allergène par exemple, etc. Donc oui, en effet. Arthur Portier, est-ce que vous le constatez aussi avec des parasites qui sont là, qui n'étaient pas là avant et qui sont liés au changement du climat ? Oui, tout à fait. On a des parasites qui peuvent notamment avoir lieu à la précocité des récoltes, c'est-à-dire que les récoltes ayant un cycle beaucoup plus précoce, des insectes qui étaient présents plus tard dans la saison et qui avaient un impact moins important sur nos cultures, se retrouvent à avoir un impact d'autant plus important ces années-là. Donc oui, il y a tout un écosystème évidemment actuellement qui est chahuté et qui remet en cause nos productions. On parlait tout à l'heure des chefs d'État dans le monde entier. On va écouter le président Lula à propos de la déforestation en Amazonie. Oui, c'est très bon. Nous avons pris un engagement audacieux, celui de parvenir à zéro déforestation d'ici 2030. Je suis venu ici pour montrer que personne, pas même les États-Unis, ne prend la question climatique aussi au sérieux que le Brésil. Personne. François Gémen, est-ce que ça va dans le bon sens ? Ah bien sûr. Il est certain que, d'abord, il a obtenu des résultats jusqu'ici. J'espère qu'il parviendra à zéro déforestation d'ici 2030. On est encore loin pour le moment, même s'il y a des résultats. Et là, on estime que la déforestation au Brésil a été divisée par 2 à peu près depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, puisque elle avait été à l'inverse encouragée par son prédécesseur Jair Bolsonaro. C'est essentiel, la lutte contre la déforestation, d'abord parce que, bien entendu, il y a un enjeu de biodiversité énorme. On estime que 20% de la biodiversité mondiale sont contenus dans la forêt amazonienne brésilienne. Et puis, c'est un enjeu fondamental pour le climat aussi, parce que, bien entendu, les arbres vont effectuer la photosynthèse, donc ça veut dire qu'ils vont capter le dioxyde de carbone qui se trouve dans l'atmosphère, ils vont le transformer en oxygène qu'ils vont rejeter, et le carbone, ils vont le stocker dans leurs branches et dans leurs troncs. Or, évidemment, lorsqu'ils sont coupés, et a fortiori lorsqu'ils sont brûlés, il faut rappeler que la déforestation se fait beaucoup par brûlis en Amazonie, et bien tout ce carbone va être rejeté dans l'atmosphère, ce qui veut dire que, globalement, les forêts ne vont plus pouvoir jouer leur rôle de puits de carbone. Or, nous avons absolument besoin de ces puits de carbone pour atteindre la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est le moment où on va pouvoir stabiliser les températures, c'est ce qu'on appelle zéro émission nette, c'est-à-dire que ce qu'on émet dans l'atmosphère est compensé par le carbone qui est absorbé par les forêts, par les océans, par les prairies, par les zones humides, etc. Donc on a absolument besoin de ces puits de carbone si on veut atteindre la neutralité carbone. Et vu l'ampleur de la forêt amazonienne brésilienne, ce qui se joue en Amazonie a évidemment un impact sur le reste du monde et pas uniquement au Brésil. Alors pourtant que c'est une source de revenus très importante pour le Brésil. Donc il faut aussi pouvoir saluer ces progrès politiques quand ça va dans le bon sens. Un bon point pour le président brésilien, Brice Lalonde aussi. Ah oui, alors moi j'ai rencontré Lula plusieurs fois.
D'abord, il comprend le français. Il est venu plusieurs fois en France. Il faisait partie de ces Brésiliens, vous savez, qui, à l'époque de la dictature militaire, venaient souvent en France, qui était considéré comme un pays démocratique ami, quoi. Et j'ai rencontré Lula aussi dans les négociations climatiques. Est très énergique et donc moi je salue son action. Alors il veut se représenter à la présidentielle bientôt. Il a quand même déjà enfin vous savez maintenant l'âge ça veut rien dire. Hein. Juliette Duquesne. Oui, c'est très intéressant parce que là en plus il y a des études qui ont montré que le fait d'avoir déforesté en Amazonie, ça a eu un impact direct sur les pluies parce que là le fait d'avoir coupé beaucoup d'arbres, il y a eu moins de pluie et ça a eu un impact aussi sur les rendements agricoles. Le fait d'avoir coupé autant d'arbres, il y a eu cette déforestation très forte en Amazonie. Donc là, l'impact est en plus direct. C'est pas toujours le cas, mais là, comme c'est dans une forte étendue, ça a eu cet impact. Donc, bien sûr que de stopper la déforestation en Amazonie est absolument essentiel pour toutes les raisons. Arthur Portier, vous saluez aussi, j'imagine. Bien évidemment, ça fait consensus. Je pense qu'on ne peut pas aller à l'encontre. Donc, on salue pleinement ces actions politiques. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, François Gémen, ou pas? Est-ce que les étés qu'on a connus il y a 20 ans peuvent revenir? Pas de notre vivant. On peut revenir en arrière, mais on sera mort avant. Donc pour les prochaines nous tous sur ce plateau, nous serons tous, sauf si on a des ambitions de longévité à 150 ans, il faut se dire qu'au cours de ce siècle, nous ne connaîtrons plus les températures qu'on a connues au cours du XXe siècle. C'est un problème cumulatif, donc nous pouvons limiter la hausse des températures, nous pouvons les stabiliser. Par contre, on ne pourra pas revenir en arrière à l'échelle d'une vie. Ça prendra plusieurs décennies, une fois que nous aurons atteint la neutralité carbone. Et la neutralité carbone, dans le scénario le plus optimiste à l'échelle mondiale, c'est d'ici 2050. Et c'est encore une projection très, très, très optimiste. Ouais. Donc, il faut effectivement faire son deuil des étés du passé et accepter qu'il n'y aura pas de retour à la normale, tout simplement parce que la normale, elle se trouve devant nous. Et elle va dépendre largement des actions qu'on va poser aujourd'hui. Elle ne se trouve pas derrière nous. Par contre, il y a un brin d'optimisme pour les générations futures, en tout cas si on fait ce qu'il faut. Et je vous pose aussi cette question parce qu'on entend ces derniers jours des gens dire « Moi, je ne veux pas d'enfants parce que je ne veux pas que mes enfants vivent dans ce monde-là. » Je peux comprendre cette réaction et je ne veux pas du tout juger de choix qui sont effectivement parmi les choix les plus intimes qu'un couple puisse faire. Mais par contre, je suis sincèrement convaincu que 2026, 2027, 2028, ce sont les meilleures années pour naître. Parce que ça veut dire que c'est des enfants qui vont naître dans une économie qui va se décarboner peu à peu, qui verront les choses peu à peu s'améliorer d'un point de vue économique. Ce sont des enfants qui, à l'âge adulte, connaîtront la neutralité carbone, je l'espère, au niveau mondial, et des enfants qui pourront mourir tranquilles en se disant « le problème est résolu ». Brice Lalonde. Ma femme et moi, nous avons eu 6 enfants. Et nous sommes extrêmement contents d'avoir eu ces enfants qui nous apportaient de la joie, de la jeunesse, de l'espoir. Et chacun de ces enfants, c'est la preuve que la population française veut continuer à vivre et à agir et à se rendre utile au monde. Donc, si vous voulez, la solution n'est pas le désespoir. La solution, c'est l'espoir et c'est l'action. Ouais. Et on a besoin d'être nombreux, on a besoin d'avoir des enfants, des jeunes, pour mener l'action aussi avec nous. Pour nous, ça va être un peu compliqué, mais pour les enfants qui vont naître maintenant, ça va être formidable. Oh, ce brin d'optimisme. Mais c'est vrai que c'est important, parce qu'on voit ces chiffres aussi sur l'éco-anxiété, Juliette, qui augmente, 80%. Je lisais une étude YouGov pour le Huffington Post, que 80% des Français qui sont inquiets. Mais à raison, parce que quand on regarde tous les chiffres, à raison d'être inquiet. Moi, je rappelle quand même que s'il n'y avait pas eu autant de pluie cet hiver, ça serait encore bien pire. Et on va avoir des étés avec des hivers secs et des étés secs. Et là, on va se retrouver avec des situations qui seront bien plus difficiles. Je pense qu'il faut vraiment qu'on agisse et qu'on prenne des mesures politiques bien plus fortes. Je répète ce que je disais tout à l'heure, il va falloir accepter qu'il va falloir réduire notre consommation d'eau. Moi, à travers toutes les enquêtes que je fais depuis 20 ans, vraiment changer profondément le modèle agricole et alimentaire est central et remettre les paysans au cœur de notre système. Si on voulait changer le modèle agricole, il faudrait 2 fois plus de paysans. Il faut que les paysans aient envie de devenir... Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a plein le nombre d'agriculteurs ne cesse de diminuer. Donc, il faut qu'ils puissent vivre de leur production. Pour préserver l'eau, il faut qu'on remette les paysans au cœur de notre société. Et j'insiste sur le point
que nous sommes faits d'eau, notre corps, nous sommes faits d'eau, et que l'eau peut autant diviser qu'unir. Aujourd'hui, on parle beaucoup de guerre de l'eau, mais l'eau, ça peut être aussi un formidable élément sur les territoires pour faire démocratie. Vraiment, les citoyens ont envie de plus s'impliquer dans cette problématique de l'eau. Et le message est passé. Quand même, c'est juste pour signaler quand même que la France a réduit ses émissions de gaz à effet de serre, d'un bon tiers quand même. Je veux dire, c'est quand même... Il faut saluer, si vous voulez, l'action. C'est toujours la même histoire. On n'est jamais assez content, donc on va toujours critiquer. Mais quand le gouvernement, même si c'est timide, fait quelques pas et a quelques résultats, il faut les saluer en disant bravo mon vieux, va un peu plus loin, continue. Il faut l'encourager. De pouvoir s'appuyer aussi sur ces petites victoires, parce que si les gens ont l'impression... Est-ce qu'on est bon élève en France par rapport à nos voisins européens? Globalement, oui. Il y a des choses qu'on pourrait faire mieux. Il y a des points d'amélioration sur la mobilité, sur le bâtiment, sur l'agriculture. Mais globalement, on a fait des choix qui ont permis de décarboner le mix électrique. Ça, c'est essentiel. Maintenant, il va falloir décarboner le mix énergétique. Et ça passera notamment par l'électrification. Oui, mais les bagnoles, ça commence. Non, et je partage ce qui a été évoqué par Juliette sur le dernier point. Il y a une action évidemment et collective et politique à avoir qui peut faire consensus. Une nouvelle fois, il va falloir traiter les causes. Ça, c'est un fait. On est tous d'accord, je pense, sur le plateau. Il va falloir être agile aussi sur les conséquences pour justement passer ces étapes. Des étapes qui aujourd'hui, malheureusement, nous sommes au pied du mur. Ça fait 10 ans qu'il aurait fallu réfléchir justement à ces plans. Il n'est jamais trop tard, mais gageons de ne pas reconnaître ça dans 10 ans encore. La difficulté, c'est qu'on est à un moment charnière, vous voyez, où l'économie fossile dans laquelle nous avons grandi peine à mourir et l'économie post-fossile a encore un peu du mal à émerger. C'est ce moment charnière qui est compliqué. Une fois qu'on aura basculé, je pense sincèrement qu'on va vers un avenir radieux. Je pense que les enfants qui naîtront aujourd'hui, vers 25-30 ans, connaîtront la neutralité carbone et puis ils verront le problème se résoudre peu à peu. Donc si certains téléspectateurs se demandent ce qu'ils peuvent faire ce soir, allez-y, c'est le moment. Faites des enfants. On va finir sur ce message. Merci beaucoup. Merci à tous de m'avoir accompagné dans l'animation de cette émission. Il est 18h, c'est l'heure du journal de Nevin Potros avec la canicule, Anaïs. Exactement, la une de l'actualité et la canicule qui s'étend sur une large partie du territoire. 43 départements sont en vigilance orange canicule ce mardi. 78 le seront dès demain. Le mercure pourrait frôler les 40 degrés par endroit. Guillaume Woznica du service météo TF1 LCI nous a rejoint. À quoi faut-il s'attendre ces prochains jours, Guillaume ? Eh bien, la canicule, non seulement elle s'étend, mais aussi elle s'intensifie. Ce sont donc 78 départements qui seront concernés demain, avec des températures en très nette hausse dans le nord et l'ouest du pays. Les premières pointes à 40 degrés sont attendues vers les Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Et jeudi, il fera encore plus chaud, puisqu'on attend cette fois jusqu'à 42 degrés dans l'ouest. Les plus fortes chaleurs qui seront ensuite repoussées vers l'est vendredi, avant de quitter le territoire en fin de week-end. Mais pas de réelle fraîcheur à l'horizon. On restera quand même au-dessus des normales de saison. Merci beaucoup, Guillaume. On en vient à cet incendie spectaculaire actuellement en cours près de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le feu s'est déclaré en milieu d'après-midi dans un entrepôt situé à Louvres, dans le Val d'Oise. Plusieurs dizaines de voitures de particuliers partis en vacances y étaient stockées. Plus de 80 pompiers sont sur place. 2 pistes de l'aéroport ont dû être fermées sans impact sur le trafic aérien. En Colombie, le bilan s'alourdit après le violent séisme qui a frappé le pays hier. Au moins 181 personnes sont mortes et plus de 1300 autres ont été blessées. Les recherches sont toujours en cours pour tenter de retrouver des survivants. En Thaïlande, 11 jeunes Français ont été placés en détention provisoire à la mi-juin. Ils sont soupçonnés d'avoir transporté à leur insu plusieurs kilos de cannabis cachés dans leurs valises, le tout en échange de vacances gratuites. Une arnaque de plus en plus fréquente sur les réseaux sociaux baptisée Plan Thaïlande. Les 11 Français risquent désormais jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Voilà pour l'essentiel de l'information à 18h sur LCI. Restez avec nous dans une poignée de secondes. Thomas Misraki et ses invités pour 24 heures.